merci beaucoup de votre présence ce soir pour un événement sur les politiques publiques féministes. Ça sert à quoi? Donc avec un panel extraordinaire. Donc je me présente, je m'appelle Charlotte Marviel, je suis co-responsable de la commission féminisme de l'ALV. Et on a donc un panel avec des intervenantes un peu tous horizons. Donc, on a Gwenaëlle Perrier qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à Paris 13, merci beaucoup d'être là. Malheureusement, Mélanie Vogel ne peut pas être là parce qu'elle est coincée au Sénat sur la réforme des retraites. Mais on a ensuite Sandrine Rousseau, donc je ne présente pas, mais députée de Paris, et Harmonie Le Cerf-Meunier, qui est adjointe au maire de Bordeaux chargée de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors, et Lamia Mounavarali, qui est cofondatrice de l'association Aujourd'hui les citoyennes. On est, comme vous le savez, au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, qui a été, on était d'ailleurs dans la rue sous la pluie pour pas mal d'entre nous hier, pour cette journée de grève féministe, parce que c'est dans un contexte de réforme des retraites qui est très injuste, notamment envers les femmes. Donc c'était important d'être mobilisé. On est aussi dans un contexte où finalement le sexisme augmente en France. Il y a un rapport qui est sorti du Haut Comité à l'égalité, qui est sorti fin janvier, et qui montre qu'en fait, 5 ans après MeToo, le sexisme ne recule pas, il progresse même dans certains domaines. Il y a 80% des femmes qui disent se sentir discriminées en raison de leur sexe. Et donc ces discriminations sont dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans le monde professionnel où les femmes touchent un quart de moins que les hommes, dans la visibilité médiatique et politique, enfin, en ce qui concerne le prise de temps médiatique, c'est que 36% du temps de parole qui est pris par des femmes. Et aussi dans tout ce qui est la sphère privée et les violences sexistes et sexuelles, il y a 147 femmes qui ont été tuées par des hommes en 2022. Donc pour tout ça, et le rapport dit d'ailleurs qu'il y a vraiment une insuffisance des moyens qui sont déployés par les institutions, par les politiques, pour lutter contre le sexisme et les discriminations. Donc c'est vraiment important de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique publique pour essayer d'arriver à plus d'égalité femmes-hommes dans notre société. Donc je vais commencer par poser quelques questions à Gwenaëlle. Donc Gwenaëlle, est-ce que, je sais que tu as donc écrit un livre sur le thème des politiques publiques de l'emploi, notamment une comparaison entre la France et l'Allemagne, et en fait ce serait intéressant de savoir de ton point de vue qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine pour essayer d'arriver à plus d'égalité. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Alors oui, j'ai effectivement travaillé sur les questions de genre dans l'emploi. Peut-être la chose principale à dire, c'est de souligner l'enjeu de l'accès à l'emploi qui reste un enjeu important pour beaucoup de femmes aujourd'hui. On a des mobilisations légitimes et nécessaires pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, des revendications pour l'égalité salariale, pour améliorer les conditions de travail. Mais il me semble qu'on parle un peu moins de la question de l'accès à l'emploi pour toutes celles qui en restent exclues. Et je pense que ça, c'est un enjeu important pour les politiques publiques. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même rappeler que pour celles qui sont peu ou pas qualifiées, on a quand même un tiers d'entre elles qui restent parmi les inactives, entre guillemets, en tout cas la catégorie statistique des inactives, et que seul un gros quart d'entre elles occupent un emploi à temps plein. Les chiffres, les écarts sont particulièrement marqués avec les hommes pour cette catégorie-là de femmes, et je pense que c'est important de le dire. Alors, ça concerne les politiques publiques, parce que bien sûr, les politiques publiques peuvent et doivent jouer un rôle correcteur de ces inégalités de plusieurs manières, et ça c'est important de le rappeler aussi, c'est-à-dire que pour favoriser l'égalité des sexes, il y a vraiment plusieurs leviers à activer. Bien sûr, la question des politiques familiales reste un gros enjeu, c'est-à-dire que la question de la garde des enfants pour celles qui sont mères reste un gros enjeu, particulièrement pour les femmes les plus pauvres, en gros, qui doivent financer ces modes de garde. Donc voilà, les propositions qui ont émané dans le débat public, comme la création d'un service public de la petite enfance, la professionnalisation des assistantes maternelles et la revalorisation de leur travail sont des enjeux fondamentaux
pour les femmes précaires, parce que voilà, en favorisant la garde de leurs enfants, on favorise leur accès à l'emploi et donc leur accès à l'autonomie. Rappeler aussi, même si c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, mais bon, j'imagine qu'on en parlera, que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles reste un levier aussi fondamental pour favoriser l'accès à l'emploi, parce que les violences constituent un frein pour accéder à l'emploi ou pour se maintenir dans l'emploi. Donc là aussi, on voit que les enjeux se croisent d'une certaine manière. Et puis, bien sûr, la question de la lutte contre les stéréotypes qui commence dès le plus jeune âge, je ne vais pas développer, mais qui est un vrai enjeu parce qu'il y a des secteurs en tension sur lesquels les femmes pourraient peut-être davantage avoir accès si ces stéréotypes n'étaient pas aussi ancrés. Le deuxième enjeu qui me paraît important, c'est de souligner que des politiques publiques féministes, ce sont aussi des politiques publiques qui passent par une redéfinition d'une certaine manière de certaines normes un peu centrales sur le marché du travail. Pour favoriser l'accès à l'emploi des femmes les plus précaires, il faudrait aussi commencer par revaloriser le travail des femmes et les secteurs vers lesquels elles s'orientent le plus souvent. Ça passe par une politique de revalorisation notamment des services publics, services publics de la santé, de l'éducation, revalorisation aussi du secteur de la petite enfance, bien sûr, des personnes âgées, parce que, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de lutter contre les stéréotypes et favoriser l'accès des femmes, notamment des peu qualifiées, sur des secteurs en tension qui sont souvent occupés par les hommes, mais ça ne sera pas un débouché pour toutes les femmes précaires. Et donc il faut aussi agir sur les secteurs d'activité qui sont très féminisés. Donc ça suppose des politiques, des choix de réorientation budgétaire fondamentaux. Ça suppose de rompre aussi avec des politiques que vous connaissez, de non-remplacement des fonctionnaires, etc., parce que ça, ce sont autant d'emplois en moins, peu qualifiés et aussi plus qualifiés d'ailleurs, pour les femmes qui restent exclues du marché du travail. Donc ça me paraît être un point fondamental. Il me semble aussi que la question de la réduction du temps de travail qui a, me semble-t-il, quand même reculé dans le débat public, reste fondamentale, parce que un certain nombre de femmes aussi font le choix, entre guillemets, de se retirer du marché du travail parce que les conditions de travail sont trop difficiles, en fait. Sont difficilement tenables, notamment quand on a des enfants, mais pas seulement. Donc ce sont finalement des politiques publiques, voilà, de lutte contre de fin des coupes de postes dans les services publics, de réduction du temps de travail, de revalorisation des bas salaires, qui sont des politiques publiques généralistes d'une certaine manière, qui ne cibleraient pas que les femmes, mais qui seraient des leviers fondamentaux pour améliorer leur situation. Peut-être aussi la deuxième chose sur laquelle le livre insiste, c'est de réfléchir en fait qui on charge de la promotion de l'égalité. Il y a bien sûr une action sur les normes générales que j'ai présentées là brièvement, mais mon enquête, elle posait aussi la question de savoir qui est investi de lutter concrètement contre les inégalités femmes-hommes. Par exemple, dans le secteur de l'insertion professionnelle sur lequel j'ai travaillé, on a vu des mots d'ordre de gender mainstreaming, autrement dit de transversalisation des politiques publiques féministes. Sans rentrer dans le détail, l'idée c'est que voilà, tous les secteurs de politique publique et tous les acteurs et actrices de politique publique aient une action égalitaire. Le mot d'ordre est généreux, on va dire, mais la pratique est plus compliquée parce que les questions de genre, c'est comme les transports, c'est comme l'écologie, c'est comme l'éducation. C'est aussi une question d'expertise et de compétences. Et quand on demande à tous et toutes de faire de l'égalité, ça peut se transformer en mot d'ordre un peu creux si les personnes ne sont pas outillées. Et dans la mesure où les politiques de formation à l'égalité restent finalement relativement parcellaires et souvent manquent aussi de moyens, le risque, c'est que ces mots d'ordre restent un peu lettre morte parce que, par exemple, dans le domaine de l'emploi sur lequel j'ai travaillé, les professionnels de la lutte contre le chômage ont souvent d'autres priorités que l'égalité femmes-hommes
et d'autres objectifs qui sont tout aussi légitimes d'une certaine manière. Donc responsabiliser tout le monde, c'est une stratégie qui mérite d'être interrogée, c'est mon point de vue. Qu'est-ce qui fait en fait de réussir à mettre en place ces politiques d'emploi féministes, en fait, les choses qui permettent d'y arriver en fait? Alors il me semble que le changement le plus notable sur la dernière décennie, on va dire, c'est le fait que l'institutionnalisation des questions de genre s'est renforcée, enfin, dans le champ institutionnel. Historiquement, on avait des politiques d'État, les services en charge des droits des femmes, assez marginaux, il faut quand même le dire, dans l'appareil d'État, qui étaient en charge de politiques publiques égalitaires. Aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs aussi, on a une reconnaissance de la légitimité de l'objectif d'égalité des sexes. Ça, d'un point de vue féministe, on peut que s'en réjouir. Et il y a des changements institutionnels qui attestent de la reconnaissance par les pouvoirs publics de la légitimité de cet objectif, notamment des postes de chargés de mission ou de référentes à l'égalité que vous trouvez notamment dans les institutions d'État, dans plusieurs institutions d'État. Il y a eu justement les créations des délégations droits des femmes au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, etc. Dans les universités, il y a des postes de chargés de mission dans différentes entreprises, comme je le disais. On observe aussi des formations, ou plus souvent des sessions de sensibilisation sur les questions de genre qui sont portées par les institutions. Et c'est un changement qui est important, qui me paraît nécessaire, mais qui est assez ambigu en ce sens que dans beaucoup d'institutions, cette forme d'institutionnalisation du genre fonctionne un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a à la fois un affichage assez fort, avec ses postes, avec ses formations, et en même temps, quand on regarde d'un peu plus près, des moyens dédiés qui sont assez faibles, qui restent assez faibles. Typiquement, par exemple, les chargés de mission égalité femmes-hommes dans les collectivités territoriales, à l'université, etc., dans les entreprises, sont souvent des personnes seules, en poste, avec des budgets dédiés qui sont soit inexistants, soit faibles, avec parfois une stagiaire pour les aider, mais parfois même pas un poste à temps plein sur ces questions. Alors que typiquement, par exemple, dans une collectivité territoriale, avec des compétences, des domaines d'intervention très variés, on pourrait imaginer des moyens beaucoup plus ambitieux. Les formations qui sont mises en place sont souvent assez courtes, assez ponctuelles. Or, le fait d'acquérir une expertise sur le genre, c'est un processus quand même relativement long oui, qui est quand même ambitieux, qui n'est pas applicable, qui ne se suffit pas à une journée de formation, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. L'institutionnalisation, c'est bien, mais à l'heure actuelle, dans la plupart des institutions dans lesquelles on voit fleurir des postes et des chargés de mission, les moyens dédiés sont insuffisants. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que les questions d'égalité des sexes, de promotion de l'égalité de genre, ne peuvent pas rester un peu le supplément d'âme des politiques publiques. Et c'est globalement ce qu'on continue d'observer dans beaucoup de secteurs. Si je reprends l'exemple de mon livre, dans le domaine de l'insertion, on a depuis les années 2000 affiché l'ambition de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi, mais sans interroger les normes un peu centrales des politiques publiques d'emploi. Une de ces normes centrales, c'est celle du retour rapide en emploi, c'est-à-dire que les professionnels de l'insertion ont pour objectif premier de favoriser la remise sur le marché du travail le plus vite possible. Ça veut dire en fait que les considérations pour la qualité de l'emploi deviennent secondaires. Or, ce que nous apprend la sociologie de l'emploi, c'est que les inégalités femmes-hommes se jouent notamment dans la question de la qualité de l'emploi. Ça, c'est un premier problème. Cette question du retour rapide à l'emploi, si j'ai encore un petit peu de temps, elle joue aussi en défaveur de certaines catégories de femmes. Vous avez par exemple des femmes qui sont restées longtemps exclues du marché du travail parce qu'en gros elles se sont occupées toute leur vie de leurs enfants, de leur maison, etc. Elles arrivent sur le marché du travail vers 45 ans, elles souhaitent arriver sur le marché du travail sans aucune expérience professionnelle. Et évidemment, c'est plus difficile de réinsérer quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle préalable
qu'un profil de chômeur qui a, même s'il est peu qualifié, qui a déjà une expérience antérieure sur le marché du travail. Et donc il y a des profils de femmes, pas toutes les femmes bien sûr, pas toutes les chômeuses, mais il y a certains profils de femmes qui du coup sont un peu les rejetons d'une certaine manière des professionnels de l'emploi, parce que leur trajectoire de vie font qu'elles sont difficilement réinsérables rapidement. C'est pour ça que j'insiste sur le caractère problématique de cette norme de retour rapide à l'emploi. Et d'une certaine manière, même si l'enjeu n'est pas le même, on peut faire une forme de parallèle avec la question de la parité. La parité en politique, ça a été voilà, de favoriser l'accès des femmes au monde politique. Néanmoins, on a mis en place des politiques de quotas, plus ou moins contraignantes, plus ou moins ambitieuses, qui ont produit des effets, mais qui n'ont pas réinterrogé les règles un peu fondamentales de fonctionnement du champ politique, notamment le modèle de la professionnalisation, notamment la norme du cumul des mandats. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de femmes qui n'ont pas d'expérience politique longue et qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui n'ont pas pu se maintenir en fait dans le champ politique parce qu'elles n'ont pas le même mode d'ancienneté, parce que cette question du cumul de mandat n'a pas été questionnée. Pourquoi est-ce que je fais ce parallèle? Parce que ce que je veux souligner par là, c'est que finalement, aujourd'hui, bien que les questions de genre disposent de plus de légitimité dans les institutions, bien qu'il y ait une forme de professionnalisation, on observe encore assez peu de transformation un peu forte des règles du jeu, et ça continue à produire des effets d'exclusion à l'encontre des femmes ou de certaines catégories d'entre elles. Donc ça me paraît important à souligner, c'est-à-dire que les politiques d'égalité, pour le dire en d'autres termes, les politiques d'égalité qui se contentent de proposer une adaptation au modèle masculin, enfin historiquement occupé par les hommes, sont souvent des politiques qui butent, qui sont insuffisantes, parce qu'elles continuent d'avoir des effets exclus. Merci. Sandrine Rousseau, à toi maintenant. Donc, tu es députée et de Paris et tu sièges notamment à la Commission des Affaires sociales et tu as aussi été tu es encore, on peut dire peut-être, chef de file du groupe écologiste, notamment sur le projet de loi de réforme sur les retraites. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses que depuis le début de ton mandat, qu'est-ce que tu as réussi à tenter de mettre en place en termes de politique publique féministe, ou qu'est-ce que tu as essayé de porter en tout cas sur ces sujets-là depuis que tu es arrivée à l'Assemblée? Bien, bonjour à tous et toutes. Bon, si vous ne voyez pas, je peux me lever, hein, mais du coup, j'ose pas le faire pour ne pas faire de différence. Mais bon, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Pas grand-chose en vrai. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, voilà. Ça s'est dit, c'est posé. C'est-à-dire que quand on est minoritaire dans une assemblée dans la Ve République, on n'a pas tellement de possibilités de faire avancer le schmilblick. Par contre, ce qu'on a quand même réussi à faire, et je dois dire que dans la commission Affaires sociales de l'Assemblée nationale, nous sommes 3 commissaires Europe Écologie, écologistes, et on s'entend extrêmement bien sur ces questions, et on arrive du coup quand même à faire avancer le débat. Et je cite les 2 autres qui pourraient très bien être à ma place ce soir, c'est Sébastien Pétavy et Marie-Charlotte Garin. Et en fait, à 3, on réussit quand même à installer une vision féministe des politiques publiques qui passe en commission Affaires sociales. Et c'est pas totalement neutre comme effet. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le dernier débat qui a eu lieu sur la réforme des retraites, on a quand même réussi à poser la question des carrières des femmes, l'inégalité de pension entre femmes et hommes, et puis d'une manière générale, les interruptions de carrière, la pénibilité des femmes, les temps partiels subis, ce qu'on appelle aussi le travail en miettes, qui est moins connu, mais qui est quand même une problématique extrêmement féminine. Et en fait, tous ces thèmes-là, on a quand même réussi à les imposer dans le débat public, de sorte que, alors c'est pas que nous 3, hein, bien entendu, c'est d'autres députés aussi, mais quand même, en ne lâchant jamais cette affaire, on a réussi, je pense, à installer dans le débat politique général autour des retraites la question de la position des femmes, pas uniquement sous l'angle de la pension, ce qui en soi est un sujet, mais aussi
sous l'angle de l'intégralité de la carrière des femmes. Puisque si je caricature un peu, mais c'est pour rendre le propos plus facile à comprendre sans doute, c'est que si on regarde les carrières des femmes, ce qui se passe, c'est que déjà, elles ont des emplois qui sont en certains secteurs beaucoup plus concentrés que dans d'autres secteurs. Typiquement, le secteur du soin est très majoritairement occupé par des femmes. Les métiers du soin sont très majoritairement des métiers féminins. Et si on prend une loupe un peu grossissante, le métier de femme de ménage, par exemple, le métier de garde d'enfants, d'assistante maternelle, le métier d'aide à domicile pour les personnes âgées, tous ces métiers-là sont des métiers qui sont féminisés à plus de 85%. Et pour celui de femme de ménage, par exemple, à domicile, on atteint 97%. Donc en fait, ce sont des métiers qui sont essentiellement féminins. Et ces métiers-là se caractérisent par une pénibilité, par exemple, qui n'est absolument pas reconnue. C'est-à-dire qu'il y a des ports de charges lourdes. Quand vous nettoyez une personne, il faut soulever son corps. Et quand c'est au domicile des personnes, eh bien très souvent, il n'y a aucune espèce d'adaptation du poste de travail pour que ce soit moins pénible. Et je rajouterais même que si c'est au domicile de la personne, eh bien l'inspection du travail, par exemple, ne peut même pas passer pour vérifier les conditions dans lesquelles vous travaillez. Ce qui fait que c'est une zone d'emploi qui est en fait un peu une zone de non-droit. Et on prend souvent cet exemple des personnes âgées, mais on pourrait très bien prendre l'exemple des enfants. Porter des enfants, c'est une charge, c'est porter une charge lourde. Entendre les cris des enfants, c'est aussi avoir des conditions de pénibilité. Alors évidemment, quand ce sont nos enfants, eh bien, ils sont adorables et leurs pleurs sont tout à fait émouvants, mais quand ce sont les enfants des autres, eh bien, c'est beaucoup plus difficile à supporter. Et quand vous en avez 3, 4, 5 et qu'en plus c'est chez vous, c'est-à-dire à votre domicile, eh bien, c'est un facteur de pénibilité. Et si on rajoute encore un effet de loupe sur ces métiers-là, eh bien, ce sont des métiers qui, par ailleurs, sont très exposés, par exemple, et c'est assez peu connu, aux risques chimiques. C'est-à-dire que quand vous êtes femme de ménage, par exemple, au domicile de personnes, eh bien, vous allez utiliser, du canard WC, de l'eau de Javel, je ne sais pas quoi comme autre produit chimique. Sauf qu'en général, vous n'avez aucune espèce de mesure de protection. Précisément parce qu'il n'y a pas l'inspection du travail, parce qu'il n'y a pas de CHSCT, parce qu'il n'y a pas de syndicat non plus pour vous protéger, et qu'à la fin de votre journée, eh bien, vous aurez inhalé ou absorbé plus de produits chimiques que des ouvriers de la chimie. Et si vous regardez maintenant les 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés par Emmanuel Macron alors qu'il était ministre du Travail à l'époque, eh bien, il a supprimé le port de charges lourdes, il a supprimé l'exposition aux produits chimiques et il a supprimé les postures pénibles. Donc 3 critères de pénibilité, le 4e c'est les vibrations, mais au moins sur les 4 critères, il y en a 3 qui concernent essentiellement les métiers de femmes qui déjà avaient toutes les difficultés à faire reconnaître la pénibilité de leur travail. Et puis si maintenant on se recule un peu de la focale, eh bien qui sont ces femmes qui exercent ces métiers-là ? Eh bien, ce sont principalement des femmes qui, comme tu l'as très bien dit, ont eu des arrêts de carrière. Et très souvent, c'est au moment... Alors, c'est soit des personnes qui ont eu des parcours de migration, particulièrement pour les personnes âgées. Et ça, il faut se le dire, c'est qu'aujourd'hui, on fait quand même supporter tout le soin de nos personnes âgées par des personnes qui sont parmi les plus précaires qui existent dans la société, c'est-à-dire les femmes, souvent étrangères, ou du moins en parcours de migration, qui sont en plus plutôt âgées. Et dans les autres secteurs, eh bien, ce sont des femmes qui souvent se sont arrêtées au moment où elles ont eu des enfants, souvent des femmes qui sont peu qualifiées, qui se sont arrêtées au moment où elles ont eu des enfants, et qui reprennent le travail à 40, 45 ans, et qui souvent réussissent à travailler 10-15 ans dans ces emplois-là, et qui, au bout de 10-15 ans, eh bien, ont des troubles musculo-squelettiques, ont des maladies professionnelles qui les conduisent directement soit en invalidité, soit au RSA en attendant la retraite. Et maintenant, si on enlève encore un tout petit peu plus la focale, on s'aperçoit que ces femmes, eh bien, très souvent, travaillent beaucoup plus de 8 heures par jour, mais n'ont
ne sont pas reconnues à temps complet. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que en fait elles commencent à faire la toilette des personnes ou à accueillir les jeunes enfants ou à nettoyer les logements très tôt le matin, c'est-à-dire vers 7-8 heures, et elles font le coucher souvent tard le soir, donc vers 21h, 22h, et donc elles ont une amplitude horaire sur la journée qui est extrêmement importante. Mais à la fin, elles vont d'une petite mamie à un petit papy, et elles ont des temps de transport, elles ont des temps de pause entre leurs missions qui font qu'à la fin de la journée, et alors même qu'elles ont travaillé jusqu'à 10 voire 12 heures dans la journée, eh bien elles peuvent n'avoir cotisé pour leur retraite que 6 heures ou 7 heures, ce qui fait qu'elles n'ont pas de temps complet. Et ça, alors évidemment, c'est un secteur qui est caractéristique des inégalités femmes-hommes. Mais on pourrait très bien, encore une fois, élargir la focale à bien d'autres secteurs. Par exemple, si je prends la question de la maternité, eh bien la maternité est un des moments où les femmes s'arrêtent, 3 ou 4 mois, 6 mois même, parce qu'elles ont eu des enfants. Ce sont des moments où elles prennent l'essentiel des tâches domestiques en charge dans le foyer, puisqu'elles sont au domicile quand le conjoint est en train de travailler et continue son emploi. Et quand elle revient au travail au bout de 4 ou 6 mois, eh bien, très souvent, il n'y a pas de nouveau partage des tâches domestiques, ce qui fait qu'elles reviennent en emploi en gardant l'essentiel des tâches domestiques qu'elles ont fait pendant le congé maternité. Ce qui fait que très rapidement, elles vont demander des temps partiels, ce qui fait que très rapidement, elles vont diminuer leur temps de travail et partir par exemple à 17h30 de leur entreprise, ce qui fait qu'elles ne seront pas à la réunion de 18h. Et cette réunion de 18h, ces réunions qui sont après 17h, sont en plus les réunions qui souvent sont les réunions les plus décisives pour les carrières, c'est-à-dire ce sont les réunions de direction, les réunions de responsabilité. Tout ça pour vous dire, et je ne vais pas être beaucoup plus longue, qu'en fait, il faut des politiques publiques spécifiques sur les femmes, mais surtout, il faut avoir un angle féministe sur toutes les politiques publiques. Sur toutes les politiques publiques. Si vous faites une politique publique de réforme du bac, eh bien, il faut que vous anticipiez le fait que si vous mettez les maths en option, les filles choisiront moins les maths et que donc elles iront encore plus massivement qu'aujourd'hui vers des filières littéraires, des filières sociales, des filières qui, à la fin, sont moins rémunératrices. Si vous faites une politique des retraites, vous devez non pas regarder qui a une retraite à 1 200 €, encore que ce serait bien de le regarder, mais vous devez regarder l'ensemble des carrières des femmes. Et vous devez absolument regarder l'effet que cela va avoir sur les pensions et sur la vie des femmes. Et ce qui m'énerve, mais ce qui me met même très en colère, je vais vous dire dans l'hémicycle, c'est que personne n'en a rien à péter de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a quelques féministes qui soutenons très fortement les questions des femmes. Il y a aussi des députés de gauche et l'essentiel des députés de la NUPES qui regardent cette question-là, mais au gouvernement. Si nous n'avions pas porté haut et fort cette question-là dans l'hémicycle, et si nous n'avions pas porté haut et fort cette question-là dans le débat public en dehors de l'hémicycle, eh bien on serait resté avec cette espèce de discours pétri d'éléments de langage disant cette réforme est bonne pour les femmes, parce que je vous signale que c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la réforme des retraites, en disant que c'est une réforme qui est bénéfique pour les femmes. Et ça, c'est insupportable. Et je rajoute, et c'est le dernier mot, qu'il y a quand même encore un loup qui est caché dans le placard et qu'on va voir surgir là dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, et qu'il faut faire très attention à ce loup. C'est la question de la natalité, parce que toute la droite et toute l'extrême droite estiment que le seul problème de la retraite, c'est en fait un problème de natalité, des femmes blanches évidemment, ce qui est absolument faux, puisque de toute façon, quand bien même on fait des enfants maintenant, que ça ne résoudrait en rien notre problème de retraite, et que cette natalité, ces politiques natalistes, c'est profondément des politiques d'assignation, et qu'il n'est pas question, nous sommes suffisamment d'humains sur Terre, il n'est pas question d'assigner les femmes à des natalités et de leur faire peser la responsabilité par leur absence d'enfants ou leur présence d'enfants de la pérennité d'un système de retraite. Merci, et merci de l'avoir imposé dans le débat public, parce que je sais que tu dis qu'est-ce qu'on a réussi à faire, rien, mais de l'imposer dans le débat public et de débunker cette histoire,
c'est pas rien. Donc vraiment, bravo à vous et à tous ceux et celles qui lèvent le bonnet. Je voulais juste te poser du coup une brève question, mais quand même, parce que là on a beaucoup parlé du quoi et de quelle politique publique, mais aussi peut-être pour parler du comment. Tu as écrit un livre Par-delà l'Androcène avec Sandrine Roudot et Adélaïde Bon. Et dedans, il y a un chapitre qui m'a vraiment marqué sur toute la question de la sensibilité et de comment en fait aussi être en responsabilité et comment prendre des décisions, notamment en écoutant tout ce côté sensible et toute cette vision-là. Donc je voulais savoir si tu voulais en dire quelques mots. Peut-être dire qu'un des problèmes des politiques publiques et un des problèmes de la politique à la française, mais bon, je pense que nous ne sommes pas les seuls à être concernés, mais je vais parler du système politique que je connais le mieux, c'est qu'on a des gouvernants qui sont des gestionnaires en fait, qui sont des espèces de grands comptables de la nation, qui équilibrent les comptes, qui augmentent une ligne de recettes ici ou une ligne de dépenses là, etc. Et qu'en fait, on a une 5e République qui est fondée sur précisément une indifférence aux gens, une indifférence à la situation vécue des gens. Et que ça, je pense qu'on n'arrivera ni à résoudre la crise écologique, ni à résoudre les dominations dans la société si on reste dans une posture de comptable de la politique publique et de comptable de la nation. Non, nous ne sommes pas comptables de la nation, nous sommes un et une parmi les gens de cette nation et que nous avons des comptes à rendre dans l'amélioration concrète de leur vie et donc de leur santé. Et non pas d'avoir augmenté une ligne comptable ici ou en avoir diminué une autre là. Et que profondément, je pense que c'est là la révolution politique qu'il nous faut faire, c'est retrouver du sensible, retrouver des émotions. Oui, je suis en colère et je ne vous dis pas pourquoi je suis en colère ce soir, mais je vous raconterai peut-être après dans les questions. Mais oui, je suis en colère ce soir. Eh bien oui, ma colère, elle est porteuse parce que c'est ce qui m'anime pour changer et pour faire évoluer les politiques publiques et pour porter des discours forts à l'Assemblée nationale. Donc vive la colère, vive les émotions, vive l'empathie, vive la joie aussi, et vive les rires, mais vive aussi la colère. Merci Sandrine. Harmonie, ravie de t'avoir aussi ce soir et merci d'être venue depuis Bordeaux pour nous parler de ce que tu fais à la mairie de Bordeaux. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça a été en fait de porter un projet féministe finalement pour la mairie de Bordeaux et qu'est-ce que vous avez pu faire en fait collectivement et à quoi ça ressemble une équipe municipale féministe dans votre ville écologiste. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas très difficile de venir de Bordeaux parce que du coup ça va assez vite en train parce qu'on a notamment des gestionnaires hommes qui aiment bien les gros trains qui vont très vite et d'ailleurs on continue à Bordeaux de se battre contre la LGV Bordeaux-Toulouse pour gagner 12 minutes à 12 milliards. Alors ce que c'est une équipe féministe, déjà je vais vous parler de tout ce qui est positif dans notre équipe qui est l'équipe d'union de gauche, mais bien sûr tout n'est pas idéal. Nous sommes des élus, on est une cinquantaine dans la majorité, donc une cinquantaine de personnes qui vivent dans leur milieu culturel, qui ont évolué avec, et avec tous les écarts que ça peut avoir. Donc tout n'est pas idéal, tout le monde n'est pas à fond dans le féminisme, toutes les pratiques ne sont pas parfaites, mais en tout cas on porte ce projet féministe sur le fond et sur la forme. Donc un projet féministe, c'est déjà une équipe féministe. Une équipe où il y a diverses manières de pratiquer le féminisme, diverses personnes déconstruites ou pas, mais où le projet féministe a le droit de parole. Où on ne nous dit pas à chaque fois qu'on fait une réflexion que « Oh mais t'es chiante, t'es pas toute seule, t'es pas la seule de service à râler parce qu'il n'y a que des hommes sur les photos et quand tu râles parce qu'il n'y a que des hommes sur les photos, on dit « Ah ouais c'est vrai, on fera mieux la prochaine fois ». Donc déjà c'est ça, c'est de ne pas se sentir seul en permanence, c'est d'avoir un regard qui est exigeant sur les attitudes, sur les paroles, sur les représentations en permanence. Et ça c'est très important. Les féministes, elles s'entourent de féministes, donc on est plusieurs à penser féministe, que ce soit dans nos directions, dans nos collaborateurs et collaboratrices d'élus, et ce qui permet dans nos chargés de mission, ce qui permet d'avoir ces différents points de vue et de ne pas encore une fois se sentir seul quand on propose des choses. Une équipe féministe, c'est de penser que la vision féministe, l'égalité femmes-hommes, doit être présente dans toutes nos politiques publiques. Et pour ça, il y a un outil qui est presque l'outil ultime, qui est le budget genré.
C'est un énorme travail que de mettre en place un budget genré. Plusieurs collectivités y travaillent. Donc Bordeaux, Strasbourg, Paris, le département de la Charente aussi, je crois. Ça marche plus, si. Et donc ce budget genré, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que pour que le projet féministe influe dans nos politiques publiques, il doit être pensé à la racine, c'est-à-dire au moment de la distribution des fonds publics dans la mise en œuvre de notre projet. Donc on prend l'intégralité de ce que l'on fait, de ce que l'on paye, de ce que l'on dépense. On le catégorise en genrable, pas genrable. Il y a des choses qui ne sont pas genrables. Par exemple, choisir un type de revêtement plutôt qu'un autre pour un sol, c'est pas genrable. Mais c'est une très petite partie. Il y a une partie très importante qui est genrable. Donc on trie tout ça. On fait 3 catégories. Ce qui est genrable, ce qui n'est pas genrable et ce qui est déjà dépensé dans un but d'égalité femmes-hommes. Et à partir de là, on repense toutes nos politiques. Ça permet de faire des évaluations des politiques publiques. Ça permet de faire de la sensibilisation aussi à toutes les équipes et ça permet de vraiment penser la juste redistribution. Et ça, il faut vraiment une politique forte pour le porter parce que c'est une révolution en fait dans la manière d'établir nos budgets, dans la manière de penser nos budgets. Donc ça, c'est ce qu'on fait à la mairie de Bordeaux et c'est ce qu'on fait quand on veut vraiment mettre en œuvre des politiques d'égalité qui insufflent tout ce que l'on fait. C'est aussi avoir une intransigeance sur la manière d'exercer le pouvoir. Et c'est tenter en permanence d'exercer le pouvoir d'une manière différente. C'est ne pas laisser passer les propos déplacés dans les instances publiques comme un conseil municipal par exemple. Il y a quelques mois, je suis intervenue en conseil municipal parce qu'un élu d'opposition faisait des bruits de fouet quand la première adjointe parlait en mode maîtresse domina, première adjointe, adjointe aux finances, adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes. Il faisait des bruits de fouet, il a traité de folle. Et donc je suis intervenue, j'ai fait une intervention très courte, mais pour dire que c'était inadmissible et que dorénavant, dans un hémicycle, le maire qui est président et en charge de la police des débats, il est à un endroit, il n'entend pas forcément tout ce qui se passe. Il se trouve que moi, dans cet hémicycle, étant plus près de cet élu d'opposition, j'entendais tout ce qu'il disait. J'ai dit que systématiquement, je ferais une intervention publique pour répéter ce qu'il disait quand il aurait des propos sexistes. Alors ça n'est plus arrivé, ou en tout cas je ne l'entends plus, mais ça a été beaucoup repris dans les médias, et ça, je pense, ça lui a un peu foutu la honte. Et c'est important, c'était pas le but, c'était pas de lui foutre la honte. Là, je suis intervenue vraiment parce que j'en pouvais plus, et que je trouve ça ni juste, ni correct, et enfin voilà, il y a d'autres manières d'exprimer sa frustration ou sa médiocrité que de faire des bruits de fouet quand quelqu'un parle. Mais du coup, ça a été beaucoup repris et en tout cas, ça a eu un impact, je pense, sur la manière de se comporter. C'est aussi ça. Et puis quand je fais ça, il n'y a personne dans mon équipe pour me dire « Oh, t'aurais pas dû faire ça, bon, c'est un peu le buzz, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas correct. » C'est ça aussi une équipe féministe, c'est d'être systématiquement soutenue. Moi aussi, je suis en colère, parfois souvent, parfois plusieurs jours de suite. Et en tout cas, quand je suis en colère et que je fais remarquer que quelque chose n'est pas OK sur le terrain du féminisme, on ne me le reproche pas. Alors peut-être que certains, par derrière, disent ouais, elle est relou. Mais en tout cas, c'est aussi ce soutien-là que j'ai dans mon équipe. C'est avoir un regard féministe particulier sur des choses parfois même minimes qui peuvent se faire. Par exemple, à Bordeaux, on a l'instauration, la mise en service d'un nouveau moyen de transport public, le bus à haut niveau de service. C'est les bus qui sont mi-bus, mi-tramway, qui vont très vite et tout ça, qui sont des grands bus, donc qui ont besoin de nouveaux arrêts, et donc on est en train de construire les nouveaux arrêts. Et on a vu apparaître dans ces arrêts une installation un peu étonnante, des barres de traction. Donc dans les arrêts, il y a des barres de traction. Et j'ai eu une discussion avec mes collègues élus écologistes qui disaient « Non, mais c'est cool, c'est rigolo, on peut faire du sport. » Et je leur disais « Mais vous vous rendez pas compte, en fait, c'est quoi? C'est un tiers de l'arrêt de bus qui est pris par une proposition pour les personnes masculines, en fait. » Et on me dit « Mais non, mais les filles aussi, elles peuvent faire des tractions. » Oui, alors en fait, une femme aujourd'hui, elle ne peut pas manger une banane dans l'espace public. Une femme aujourd'hui, elle ne peut pas se baisser pour ramasser un truc et même simplement marcher dans l'espace public, ça pose question. Donc est-ce qu'on va lever nos petits bras et faire des tractions pendant que tout le monde nous regarde pour se faire... Enfin, et ça, les gens ne le voient pas forcément, mais pour nous, c'est une évidence, quoi. C'est des choses, et c'est d'avoir ce regard
en permanence sur les propositions et de pouvoir juger ça en fait. Ça m'a bien fait rire quand tu nous as raconté ça, je dois dire. Est-ce que tu as comme peut-être des exemples aussi concrets de choses que vous avez réussi à mettre en place en termes de politique publique féministe? Est-ce que tu as certains exemples de choses dont vous êtes fiers d'avoir réussi à faire au moment dans votre mandat? Alors oui, vous avez toutes les deux parlé des femmes qui ont des carrières hachées, qui ont des carrières plus difficiles, qui travaillent à temps partiel, qui ont des rémunérations plus faibles. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans une mairie par rapport à ça? C'est d'avoir une politique radicale sur cette question, d'aller à la racine du problème. Pourquoi les femmes ont des carrières hachées? Pourquoi elles ont plus de temps partiel? En partie, un des facteurs, c'est la garde des enfants. Donc nous, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On réforme On réforme d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit à mes collègues que je venais ce soir pour parler de ça. J'ai beaucoup de mes collègues qui m'ont dit « Ah, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça », pour dire que vraiment la question est très partagée. Donc sur les crèches, on réforme les critères d'attribution en crèche et on donne des points en plus aux femmes qui recherchent du travail, aux femmes qui sont en famille monoparentale et aux petits revenus. Et en plus, ces critères s'additionnent. Donc une femme qui a des petits revenus, qui est en recherche de travail et qui est seule avec ses enfants, aura des points en plus et on rééquilibre comme ça la capacité d'accéder à des modes de garde publics moins chers. Outre le budget genré, on a aussi cette volonté de se dire que l'égalité, c'est pas l'égalité 50-50, puisqu'on n'est pas simplement à vouloir mettre une égalité, on est aussi à vouloir corriger une inégalité qui est profonde. 80% des maires en France sont des hommes, donc nous, on estime que la parité plus, c'est ok. La parité, elle ne sert pas à compter 50-50 et empêcher des femmes d'accéder à des choses, mais elle sert à avoir au moins 50% des femmes. Ça sert à amplifier la présence des femmes malgré leur sous-représentation dans un milieu. À l'Opéra de Bordeaux, depuis cette saison, l'Opéra est une régie municipale, moi je suis vice-présidente de l'Opéra de Bordeaux. Depuis cette saison, un tiers des femmes chefs d'orchestre, un tiers des chefs d'orchestre invités sont des femmes, alors que les chefs d'orchestre dans le monde les chefs d'orchestre femmes ne représentent que 4% des chefs d'orchestre. Mais nous, on s'impose un tiers d'invités femmes. On a la question des ce que nous on appelle les cours buissonnières, qui sont en fait, on refait toutes les cours de toutes les crèches, de toutes les écoles, pour qu'elles soient plus écologiques, mais surtout qu'elles soient dégenrées. Donc c'est-à-dire qu'on calcule, il y a des études dessus, quelle est la place des petites filles et la place des petits garçons dans une cour d'école. Les garçons prennent toute la place au milieu sur les terrains de foot, les terrains de basket, et les filles sont autour. Et bien nous, on détruit ça. On retire le béton, on retire les terrains de foot. D'ailleurs, on a calculé qu'il n'y a pas besoin de très grands espaces pour que les enfants courent en hurlant pour qu'ils soient ensuite attentifs. Au contraire, on a des plus petits espaces, on a des plus petites activités et surtout, tout est dégenré et on fait en sorte que les filles puissent reprendre une place équitable dans les cours d'école. On a à Bordeaux, depuis 2 ans, mis en place la Nuit de la Solidarité, qui est une opération de comptage des personnes sans abri. Ça se déroule une fois dans l'année. On va, à plusieurs bénévoles, compter les personnes qui sont dans la rue et donc qui dorment dans la rue et qui auraient besoin d'une mise à l'abri. Nous, pour la Nuit de la Solidarité, cette année, on a décidé d'axer notre attention sur la question des femmes à la rue. Et pour ça, on a fait rentrer dans notre comité de pilotage 4 femmes sans abri ou anciennement sans abri. Elles ont décidé de s'appeler les expertes pratiquantes de la rue. Et donc, on a tout mis en place pour pouvoir accueillir ces femmes. Ça ne veut pas simplement dire les inviter, ça veut dire les rassurer, les accompagner. Ça veut dire accepter qu'elles arrivent en retard parce qu'elles doivent replier leur tente le matin pour celles qui étaient encore à la rue. Ça veut dire s'adapter aussi parfois à des modes de communication. Ça veut dire aussi les former sur qu'est-ce qu'un comité de pilotage, qui sont les acteurs. Ça a été une expérience incroyable, qui a vraiment bien réussi. On a aussi dans ce domaine-là, à la mairie de Bordeaux, une chargée de mission qui est incroyable, qui est féministe et qui a particulièrement bien travaillé ces questions-là. D'ailleurs, si elle nous regarde, je la salue. Et ces pratiquantes de la rue, elles ont participé à former l'intégralité des chefs d'équipe, 170 personnes pour la Nuit de la Solidarité, les former sur la question de comment on recueille la parole des femmes dans la rue. Elles nous ont dit des choses qui sont toutes petites, qui sont des détails, mais qui font la différence. Proposez-le, si elles sont en groupe, proposez à ces femmes de s'éloigner du groupe, parce que peut-être qu'elles ne veulent pas parler devant les autres. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi de nous rendre compte que la Nuit de la Solidarité, qui est un super outil, n'est pas un outil très adapté pour aller vers les femmes, pour recenser les femmes, et peut-être il y a besoin de mettre en place un outil spécifique pour les femmes qui se déroule autrement qu'aller compter
en pleine nuit. Donc voilà, c'est tout un tas de choses que l'on met en place pour essayer de rééquilibrer un peu, enfin pas pour essayer de rééquilibrer, mais pour vraiment faire pencher la balance autrement que dans des politiques qui ont été toujours masculines, faites par des hommes, décidées par des hommes. Et comme je le vous disais, à Bordeaux, tout n'est pas parfait. Les élus qui sont en charge du social, des seniors, de la santé, de la petite enfance, de l'enfance, sont des femmes. Les élus qui sont en charge de l'urbanisme, de l'emploi, de l'habitat, de la sécurité sont des hommes. Le maire est un homme, le directeur de cabinet est un homme, le directeur général des services est un homme. Donc on a encore du travail. Mais bon, voilà, on avance petit à petit. Merci beaucoup, Harmonie. C'est vraiment inspirant d'entendre tous ces exemples. Et le mandat n'est pas fini. Et donc c'est aussi porté par le maire qu'on salue aussi pour d'avoir formé toute cette équipe avec vous. Et donc on a hâte de voir ce que vous allez réussir à faire dans les quelques années qui viennent aussi. Lamia, vraiment merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et c'est super aussi d'avoir le point de vue d'une association. Et pour avoir ces politiques publiques féministes, il faut impliquer des femmes dans la vie publique, dans tout cet intérêt en fait sur ces sujets. Et donc toi, tu as formé une association donc aujourd'hui les citoyennes à La Réunion, à l'île de La Réunion, et notamment pour essayer d'intéresser les femmes et les jeunes filles aux questions de gouvernance, de politique, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler et nous parler peut-être du rôle que les associations peuvent réussir à jouer sur ces sujets-là? Comme l'a dit Charlotte, j'ai cofondé l'association Aujourd'hui les Citoyennes avec Mathilde Debon qui est aussi là dans le public. C'est une association donc, à La Réunion qui a pour but d'encourager les jeunes femmes à s'engager dans la vie publique. Donc à s'engager à des élections, à être plus présentes dans les médias, à revendiquer une expertise. Et pour ça, en fait, on est vraiment parti d'une démarche de comment on peut faire en sorte qu'in fine, on arrive à des politiques publiques féministes. Donc pour la petite histoire, Mathilde et moi, on a toutes les deux fait Sciences Po. Et je le dis parce que venir des Outre-mer et intégrer ce genre d'école, ça reste quelque chose d'inédit. Pourtant, il y a beaucoup d'ultramarins. Mais parce qu'on n'a pas forcément ces filières-là dans nos territoires et que du coup on n'a pas forcément une culture qui est très proche de ce qu'est une politique publique, comment on fait de la politique, etc. Parce que la réalité politique du terrain dans nos territoires, elle est assez différente de ce qui peut se passer au niveau national et a fortiori dans le milieu parisien. Et du coup, nous, on s'est rendu compte de notre expérience. Donc, par exemple, Mathilde s'était présentée à des élections au niveau local. On était tous les deux déjà assez actives dans le militantisme pour le droit des femmes au niveau local. Et en fait, on s'est rendu compte de deux choses. C'est que déjà, on ne comprenait pas forcément bien le terme de politique publique. C'était un terme qui était très technique, voire barbare, et on ne s'intéressait pas forcément à ce que ça pouvait vouloir dire. Et puis, on ne comprenait pas non plus le terme de féminisme, évidemment, qui est souvent très galvaudé, on met beaucoup de choses derrière, et je ne vais pas vous le refaire, vous savez qu'aujourd'hui le terme féminisme est très souvent très mal compris. Et donc on est parti de là, et on a essayé de se dire comment on peut faire en sorte que les jeunes femmes sur notre territoire aujourd'hui, elles s'engagent pour être vraiment partie prenante du design de politique publique féministe. Donc pour ça, on a décidé de mettre en place des formations. Et ces formations, donc, elles s'articulent toujours autour de 3 modules qui sont s'instruire, construire son récit et s'outiller. Donc s'instruire déjà au niveau des politiques publiques. Donc quelles sont nos institutions aujourd'hui, de comprendre au niveau national et au niveau local, parce qu'en fait pour nous l'ancrage territorial et l'ancrage local c'est vraiment le point le plus important. Aussi, qu'est-ce que le féminisme? Et là encore au niveau national et au niveau local. Et on se rendait compte qu'il y avait énormément de différences. On connaissait très mal notre histoire. Donc nous, on a travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Myriam Paris, qui a travaillé sur le féminisme à La Réunion. Et ça a été un moment très émouvant pour toutes les filles qui ont participé à notre formation, parce qu'on s'est rendu compte de la richesse de notre histoire. Après ça, donc, on a pu passer aux étapes d'après, construire notre récit et s'outiller. S'outiller, c'est tout simplement comment prendre la parole en public, comment s'adresser aux médias, comment apprendre à gérer un budget, etc. Et donc pendant cette formation, on a posé énormément de constats, notamment du manque de présence des jeunes femmes dans la vie publique. Sauf qu'après ça, on est un peu resté sur notre faim et on s'est dit, ok, on a posé plein de problèmes, mais on aimerait bien aussi faire partie de la solution. Donc pour ça, on a rédigé une charte de 10 recommandations à destination de tous les acteurs de la vie publique à La Réunion. Donc ça implique
les collectivités, les élus, les partis politiques, mais aussi les médias, le secteur culturel, le secteur éducatif, le secteur privé, les associations. Donc pour vous en citer 3, on a une recommandation sur justement les référents égalité, donc on en parlait juste avant, dans tous les secteurs, comment renforcer leur rôle pour qu'ils puissent infuser une démarche plus en faveur de l'égalité. On a une recommandation vraiment à destination des collectivités pour que celles-ci puissent vraiment enclencher une démarche féministe. Donc ça passe par avoir plus de femmes au poste de direction, ça passe par financer plus de projets à destination des femmes et des jeunes femmes. Et enfin, on a aussi, donc vous en parliez juste avant, une recommandation pour accompagner justement les collectivités à commencer une réflexion sur le budget sensible au genre. Et on est vraiment très fiers parce que donc hier, le 8 mars, pour la première fois, une commune a signé notre charte. Et donc ça veut dire que ça peut marcher. On peut vraiment enclencher un mouvement où des collectivités se disent « Ah oui, c'est hyper pertinent, on veut travailler avec des jeunes femmes qui vont nous aider aujourd'hui à aller plus loin dans nos démarches et à essayer de créer ensemble des politiques publiques féministes. » Évidemment, c'était pas tout rose, on a eu pas mal d'obstacles, et notamment un de nos plus gros obstacles, c'est qu'on a essayé d'adopter une démarche d'aller vers et d'aller chercher les jeunes femmes qui étaient les plus éloignées de ces sujets-là. On n'a pas entièrement réussi, notamment parce que justement toucher des jeunes femmes précaires, on a énormément de jeunes mamans à La Réunion. On n'avait pas forcément tous les outils pour pouvoir les accueillir, s'adapter à leurs contraintes. À La Réunion, on a aussi un problème de mobilité par exemple, et je pense que ces problématiques qu'on rencontre, elles sont assez similaires à par exemple pas mal de territoires ruraux, etc. Au niveau de l'Hexagone. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, parce qu'on s'est rendu compte que aussi c'était assez difficile pour ces jeunes femmes de se sentir à l'aise aussi dans des formations qu'on pouvait organiser. Par exemple, il y a beaucoup de femmes, jeunes femmes, quand elles sont arrivées dans nos formations, elles nous ont dit que c'était la première fois qu'elles se retrouvaient uniquement entourées de femmes, et que ça leur faisait peur un peu, qu'elles avaient quelques craintes, qu'elles avaient quelques appréhensions. Bon, c'est vite parti, on a passé tout un super moment, mais ça montre que ces démarches-là, elles ne sont pas du tout évidentes. C'est pas parce qu'elles existent que les jeunes femmes vont venir aussi, et que donc il y a un vrai travail à faire pour aller chercher tout le monde et pouvoir construire quelque chose tous ensemble. Merci Lamiel, bravo, vraiment, je trouve que c'est... Oui, on peut l'applaudir. Bravo, et c'est vraiment important ce que tu fais. Et, je voulais aussi te demander du coup s'il y avait peut-être un regard particulièrement ultramarin et donc avec ta perspective depuis La Réunion sur les politiques publiques féministes en particulier, et qu'est-ce que tu dirais qui est spécifique finalement à La Réunion et peut-être au territoire d'outre-mer. Un exemple, donc notre dernière formation, c'était un week-end qui s'intitulait « S'engager pour un territoire écoféministe ». Donc je sais que c'est un thème qui vous parle beaucoup à nous aussi en raison de notre spécificité géographique vraiment. Et ça nous a permis de réfléchir à pas mal de sujets, notamment l'insularité, ce que ça pouvait vouloir dire. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de thèmes qui ont été associés à ce que ça pouvait vouloir dire l'écoféminisme adapté et territorialisé à La Réunion. Les premiers thèmes qui sont ressortis, c'était la sécurité. Donc nous, c'était pas forcément ce qu'on associait directement à écoféminisme. Mais en fait, c'est des préoccupations très importantes chez les jeunes femmes. Ça peut être la sécurité, évidemment, au sens de se sentir en sécurité dans la rue, dans l'espace public, etc. C'est aussi la sécurité alimentaire, par exemple. On a parlé avec pas mal d'agricultrices. Il y avait aussi la notion d'odeur, d'être dans des espaces colorés, dans des espaces qui sentent bon, dans des espaces où on entend le rire des enfants, dans des espaces où on entend le chant des animaux. C'était, pour nous, ça a été assez drôle en fait finalement de voir ce qui en était ressorti, parce que nous on est parti un peu des théories de ce qu'on avait pu lire de chercheuses, de militantes écoféministes. On s'est rendu compte que quand on demandait aux jeunes femmes de notre territoire et qu'on partait vraiment de leurs besoins et de leurs envies, on arrivait à des choses vraiment différentes en tout cas de la théorie qu'on avait pu explorer avant. Et un deuxième sujet pour nous qui est assez important, c'est la solidarité régionale.
Et ça, donc je pense que vraiment en parlant des Outre-mer, c'est un point assez central, mais qu'en réalité, il peut aussi être appliqué à l'Hexagone. Ce qu'on essaye de créer, c'est des solidarités régionales, parce que pour nous, les politiques publiques féministes, ça va aussi passer par s'ancrer vraiment dans notre bassin, donc pour nous, océan Indien, et travailler avec cette très jolie expression de les îles sœurs, donc Madagascar, Maurice, les Seychelles, etc. Et essayer de créer des synergies, des connexions, travailler avec des jeunes femmes de ces territoires-là pour construire des solutions qui seront durables, et notamment quand on parle d'écologie par exemple, ça paraît assez évident qu'il faut qu'on travaille tout ensemble. Donc notre volonté, notre objectif pour cette année 2023, ce serait vraiment d'essayer de créer des réseaux qui soient plus actifs, parce qu'ils ont existé. Malheureusement aujourd'hui ils ont un peu perdu de leur vigueur, donc on essaye un peu de relancer tout ça, et ça passe aussi par la notion de réseau intergénérationnel, donc apprendre de celles qui sont déjà bien actives aujourd'hui, qu'il y ait une vraie transmission qui se fasse avec nous les jeunes générations, et ça voilà, vraiment ancré dans notre histoire locale, régionale et puis nationale. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va peut-être en prendre 2-3 à la fois. Qui va se lancer? D'abord, merci pour vos interventions, parce que c'était super intéressant. Et à vous écouter, peut-être que je dis d'où je parle pour une formulation un peu marxiste. Je suis un militant associatif de longue date. J'ai été délégué général d'un réseau, d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement National des Régies de Quartier, donc qui intervient dans les quartiers populaires. Et la question que je me posais en vous écoutant, c'était est-ce que les luttes écoféministes sont indissociables ou au contraire, faut-il les associer avec les luttes des habitants des quartiers populaires, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas là une réflexion à engager de faire converger des luttes? Parce que derrière, c'est toujours la même problématique. En fait, c'est Macron qui a déclaré la guerre aux pauvres, qui a déclaré la guerre aux femmes, en l'occurrence sur la question des retraites, qui a déclaré la guerre à beaucoup de gens. Et que si on raisonne, on travaille sur des logiques de lutte un peu en silo, je ne suis pas certain qu'on en sorte victorieux, en fait. Voilà. Oui, vas-y, bien sûr. Deuxième question? Soyez pas trop timide quand même. Non, une femme? Oui. Je reviens sur cette notion de colère. Je vais la poser la question. Pourquoi vous êtes en colère? Et je vais témoigner. Cette colère, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus en vieillissant, j'ai envie de dire, mais c'est juste incroyable ce qu'on peut. C'est viscéral, quoi. Des fois, c'est envie de pleurer. Et je suis surprise moi-même, parce que je fais partie d'une génération où je suis ingénieure, et quand j'ai commencé les études, j'étais tellement. Moi, je me sentais bien dans un milieu de lettres, parce que j'avais l'impression que, en plus, voilà, c'était le début. Et que, donc, il y a 30 ans, et que ça y est, que les filles elles commençaient à faire des études scientifiques, voilà, que les femmes ingénieures, c'était le début et ça allait continuer forcément. Et ben non, on a régressé aujourd'hui, et là, c'est tous les jours, je vois des choses qui me rendent en colère, j'ai envie de pleurer, et voilà, je voulais juste témoigner et puis poser ma petite question de curiosité. Merci. Qui veut répondre peut-être sur les différents vues? Oui, sur la colère. Alors effectivement, quand on s'intéresse au sujet, on est parfois tout le temps en colère parce qu'il y a toujours quelque chose. En fait, quand on est féministe et qu'on est engagé dans des luttes féministes, on n'est jamais paisible. Parce que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans nos vies politiques, que ce soit les actualités, ce qui se passe, on est toujours en colère. Moi, je me lève ce matin, je vois l'article qui dit que 95% des prises de parole de femmes sur les questions de natalité ont été coupées à l'Assemblée par des hommes. Voilà, on se lève, on est déjà en colère. Mais déjà, on peut prendre la parole, et puis on a des gens qui relaient cette colère, et on essaye, nous, de le faire en tant que femmes politiques, de relayer ces colères. Et on a aussi des espaces de soutien, des espaces de sororité qui sont vraiment très importants. Moi, j'ai des groupes Telegram où on parle, où on partage, où on se dit un petit peu nos trucs de la journée. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a des gens qui nous comprennent. Et comme je disais tout à l'heure, les choses avancent, et quand on est dans des équipes même pas parfaites, mais on est moins remis en question. Et on se retrouve moins au quotidien à se sentir seul, et ça fait du bien. Donc je crois quand même qu'on avance, et quand on voit
des réactions, des réactivités qui sont importantes, c'est aussi parce qu'on les provoque en avançant et en changeant la société. Donc voilà, ça aussi, ça apaise et puis on a l'impression d'avancer quand même. Voilà, je vous donne le scoop à la fin, comme ça vous êtes obligés de m'écouter. Voilà. D'abord sur les quartiers populaires, moi je pense que c'est exactement le même combat, c'est-à-dire qu'on peut lui donner des noms différents, mais à la fin c'est le combat contre une prédation ou contre une utilisation d'autrui à son propre profit et au détriment de la santé de celui-ci. Et quand je dis de celui-ci, c'est d'un autre humain, de non-humain, et je pense notamment à l'agriculture intensive, etc., et de la planète. Voilà. Et dès lors qu'on utilise autrui à des fins personnelles pour sa jouissance immédiate, sans considération de sa santé, sans considération de l'état dans lequel il est, il vit, elle vit, etc., eh bien on est dans une lutte écoféministe profondément, en fait. Et évidemment, le truc, c'est que les mots ne parlent pas de la même manière à tout le monde, et donc il faut trouver les mots qui interpellent. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, en fait, c'est exactement la même lutte. Et qu'on arrivera à renverser ce système le jour où on arrivera à faire comprendre ça. C'est-à-dire que peu importe l'entrée par laquelle vous entrez dans le combat, si à la fin c'est une question d'injustice, si c'est une question d'exploitation, si c'est une question de destruction, si c'est une question d'assignation, tout cela, en fait, ce sont les mêmes luttes. Et donc maintenant le scoop. Alors en fait, bon, juste en m'asseyant sur ce canapé, j'ai reçu un SMS d'un grand directeur d'un grand institut de sondage. Voilà. Et donc je me disais pourquoi il m'écrit. Et alors il m'écrit donc cette chose que je vais vous dire en direct, mais je ne vais pas vous dire son nom quand même. C'est que je viens d'entendre vos propos sur la permanence des inégalités femmes-hommes du fait de la résistance opérée par les hommes. Ces derniers devant checker leurs privilèges. Oui, parce que j'ai dit qu'il y avait quand même des hommes qui étaient résistants au fait qu'on ait l'égalité et que oui, les hommes devaient checker leurs privilèges. Et il continue en disant, en tant qu'acteur de l'opinion publique, en tant qu'acteur de l'opinion publique, déjà alors qu'il est juste directeur d'un institut de sondage, non, je ne saurais vous conseiller de vous méfier des généralisations abusives, à la fois blessantes et factuellement erronées. Et je me dis, mais c'est quand même pas Dieu possible qu'un mec qui est directeur d'un des plus grands instituts de sondage de France, prenne la peine de m'écrire un SMS pour me dire qu'il a été blessé parce que j'ai dit qu'il fallait qu'il check ses privilèges. Enfin, je veux dire, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Donc je ne sais pas ce que je vais lui répondre, je vais prendre sans doute ma plus belle plume pour lui expliquer oui, il faut quand même qu'il check ses privilèges. Mais si vous voulez, c'est ce qu'il y a de vraiment très lassant dans cette affaire de combat féministe, c'est que dès lors que vous vous revendiquez féministe, eh bien, plein de monde s'autorise à vous donner son opinion sur la manière dont vous êtes féministe. Et en fait, à un moment, à quel moment cette opinion est valable, dans la mesure où la personne qui émet cette opinion n'a jamais rien fait pour renverser cet ordre patriarcal? À quel moment on estime que cette parole est juste et sensée, dès lors que cette personne n'a jamais rien fait contre le patriarcat? Et à quel moment se sent-il autorisé de m'envoyer un SMS pour me dire comment je dois lutter? Et en fait, je vais vous dire, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Et fuck le patriarcat, parce qu'on continuera à faire de la politique comme on l'entend, avec les mots qui sont les nôtres. Et si ça vous plaît pas, et si ça ne te plaît pas, le grand directeur, eh bien, je m'en fous. Sur la première question, le parallèle entre les luttes écoféministes et les luttes des quartiers populaires, nous, vraiment, les jeunes femmes qui sont venues dans nos formations, souvent elles étaient issues des quartiers populaires, mais c'était quand même celles qui avaient une appétence pour, enfin pas une appétence, mais qui avaient des facilités, notamment, en fait on s'est rendu compte que les politiques publiques, la manière dont ça s'était formulé, elles n'étaient pas vraiment adaptées à tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, bon bah, si on n'est pas tout à fait à l'aise avec parler le français administratif et les termes qui sont utilisés, et ben c'est pas évident en fait quand on est une jeune femme de se dire je me sens concernée, je vais venir dans une formation, je vais m'instruire là-dessus, etc. Et donc nous on sait qu'on a un gros travail aussi, justement comme je disais, d'aller vers à faire, et donc pour nous en fait ces luttes elles sont complètement liées. C'est vraiment les mêmes, comme disait Mme Rousseau, c'est les mêmes luttes, et
si on n'a pas cette démarche d'aller vers les gens les plus éloignés des politiques publiques et qui ont un peu abandonné en fait de se dire que de toute manière les politiques publiques elles vont rien changer pour moi, peu importe la direction où elles vont aller, et ben c'est vraiment dommage si on n'arrive pas à vraiment appliquer cette démarche. Donc c'est pour ça que je pense que les associations sont hyper importantes dans la démarche de construire des politiques publiques féministes parce qu'elles ont cet ancrage. Et puis aujourd'hui, nous on se rend compte sur notre territoire que même les collectivités l'ont compris et elles commencent à adopter aussi ces démarches d'hyper-proximité, comme elles l'appellent, pour aller vers ces publics-là. Et puis sur le sujet de la colère, je pense que vous aussi, avant d'avoir été des femmes politiques, vous étiez très investies dans des associations et vous étiez déjà très énervées en étant dans des associations. Bah, nous, c'est la même chose. Mais je dirais que après ces constats d'énervement, il y a toujours de la joie aussi. Donc pour l'anecdote, on a fait une action photo pour le 8 mars. Donc je vous invite à aller voir les très belles photos sur nos réseaux sociaux où on mettait des messages sur les inégalités que subissent toujours les femmes aujourd'hui. Et on a fait notamment une série de photos sur le harcèlement de rue. Donc on est allé dans la rue et on a pris des photos. Donc il y avait une phrase, donc les femmes se font harceler dans la rue. Et évidemment, pendant que les filles à La Réunion prenaient des photos, on leur a dit « ah bah faut pas porter des mini-jupes ». Donc voilà, à ce moment-là où vous dites « ah oui, d'accord, bon, on sait qu'on en est encore là, mais merde quoi, de se dire on en est encore là », à se dire on prend une photo dans la rue et c'est tout ce qu'on trouve à nous dire. Mais après ça, on s'est dit bon bah ça veut dire que notre action elle marche en fait, c'est que ça fait chier les gens que ça doit faire chier, et bon bah ils le disent mais de toute manière c'est eux qui vont rentrer chez eux le soir tout énervés d'avoir vu deux cocottes faire des photos dans la rue, alors que nous on était trop contentes, on a fait des trop belles photos, il y a des femmes qui passaient dans la rue qui nous ont demandé si elles pouvaient poser avec nous sur les photos, et en fait je trouve que la colère elle est souvent très vite accompagnée de la joie de se dire que ce qu'on fait ça a un sens, ça marche. Et vraiment, nous, là, en un an, notre association, elle est toute jeune, elle a vraiment un an, et l'ampleur que ça a pu prendre, nous-mêmes, on est un peu dépassés de se dire que on a réussi à vraiment créer un mouvement. Et il n'y a pas que notre association, évidemment. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes associations, de jeunes féministes qui arrivent vraiment à faire des choses assez exceptionnelles. Donc, se dire qu'on s'inscrit vraiment dans cette mouvance, je trouve que ça donne énormément d'espoir et de bonne humeur. Bonsoir, merci beaucoup pour les échanges, c'est hyper riche. Moi j'avais une question mais qui du coup rejoint ce que vous disiez Lamia sur l'entrée en politique. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vous qui avez réussi à faire votre entrée. Je pense que c'est très difficile pour beaucoup de femmes d'entrer dans l'espace politique et notamment dans les partis. Donc merci d'avoir un peu essayé d'ouvrir la voie, et j'étais assez curieuse de savoir s'il y a des choses que selon vous on peut faire justement pour rendre cet accès à la politique plus facile pour les femmes. Je sais que on est sur les politiques publiques, mais finalement on sait qu'on a aussi besoin des femmes pour écrire ces politiques publiques. Donc comment est-ce qu'on fait pour leur donner un petit peu plus de facilité, ou en tout cas pour pas être simplement dans traverser l'épreuve du feu, mais étendre le feu pour qu'elles entrent en politique et dans les partis en particulier. Merci. Notre question ? Bonjour, je voulais vous dire aussi, je voulais commencer par dire que je me sens très honorée d'être là en votre présence parce que vous êtes vraiment incroyables. Les interventions depuis tout à l'heure ont effectivement été très riches, et en plus j'ai failli pas pouvoir venir, donc je suis vraiment très très contente d'être là. Et je voulais vous demander, j'ai vraiment beaucoup suivi tous les débats sur les retraites, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et en fait ce que j'aimerais du coup demander, c'est comme on parle beaucoup de à quel point cette réforme n'est pas féministe, qu'est-ce que ça pourrait être une réforme de retraite qui serait féministe, et comment vous la concevriez. Je sais pas si c'était pour ça, si c'était vous du coup qui deviez vraiment porter ce projet. Merci. Qui veut répondre? Sur l'entrée en politique, alors oui, c'est pas facile, c'est même très difficile, et d'ailleurs moi je crois que les moments les plus difficiles, alors moi je gère des délégations d'urgence, de choses pas rigolotes, le sans-abrisme, la toxicomanie, tout ça, donc les seniors, c'est pas facile, mais je pense que les moments les plus difficiles que j'ai vécu depuis que je suis élue, c'est sur des thématiques en rapport avec ma place de femme en politique, des vexations, des colères, des injustices, donc oui, c'est pas facile, mais moi, dans ma place d'adjointe au maire, j'ai du pouvoir, j'ai beaucoup de pouvoir.
je gère des très gros budgets, j'oriente des politiques publiques à leur entourer dans le cadre de l'arbitrage du maire, dans le cadre de notre projet de mandature et de notre campagne, mais en fait, je sers à quelque chose, et ça c'est important de le dire. Des fois, on a l'impression d'être submergé, de se dire mais on peut rien changer. Si quand même, quand on est élu, comme moi en plus avec un portefeuille de plein exercice, on a du pouvoir, et il faut se le dire, et ça motive vraiment pour continuer. Ce qu'il faut faire, la parité déjà c'est un super outil. Alors moi j'ai déjà entendu un homme dire ah oui mais vous vous rendez compte, pour nous il ne nous reste plus qu'une place sur 2, ça veut dire que déjà je vais me retrouver 4e, 6e. Oui, c'est pareil pour nous, et avant c'était même pas une place sur 2. Mais la parité est un super outil parce qu'il permet de faire de la place pour les femmes. Après, la sororité, l'accompagnement, notamment de femmes qui ont de l'expérience. Moi, j'ai eu une séance collective entre femmes pendant la campagne de femmes déjà élues, pas encore élues, avec une militante, Rosalie Salin, qui est venue nous accompagner pour la campagne, sur les difficultés, pour la suite, pour l'après. Et ça aide beaucoup, ça donne beaucoup de confiance. Et je pense qu'une des choses à revoir aussi, c'est la fin de mandat. Parce qu'en l'occurrence, nous n'avons pas le droit au chômage. Le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Moi, je ne travaille plus, je consacre grande partie de ma vie au mandat. Et donc, comment on fait? On se fait moins de réseau quand on est une femme. Nous, les élus écologistes aussi, souvent mettons vraiment beaucoup de temps dans le mandat sur les dossiers, et on est moins sur l'extérieur, on se fait moins un réseau pour après. On respecte beaucoup, en tout cas moi je tiens à respecter les obligations de déontologie, et donc j'irai pas ensuite pantoufler chez une association que j'aurais subventionnée. Donc comment ça se passe pour l'après-mandat, ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudrait vraiment sécuriser pour que ce soit plus évident pour les femmes jeunes, pour les femmes qui ont des familles aussi à faire vivre, ce qui est mon cas. Quand le mandat s'arrête et les indemnités qui vont avec s'arrêtent, et ça, on en parlait tout à l'heure, ça évite aussi d'être dans la réflexion du cumul de mandats pour être sûr de ne plus rien avoir à la fin. Sur la réforme des retraites, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, le problème de la retraite, c'est que c'est l'aboutissement de toute la carrière. Donc il y a un gros enjeu en gros en termes qui est lié aux politiques du travail de façon générale, lutter contre la surreprésentation, diminuer le poids des temps partiels, revaloriser les petits salaires, tout ça c'est important. Revoir aussi les logiques de progression, d'accès aux plus hauts postes dans le public, dans le privé. Tout ça c'est des actions qui permettent de résorber les inégalités femmes dans le travail et donc au moment de la retraite. Après sur les dispositifs de retraite pure, je pense que la priorité c'est le minimum retraite qui est quand même très très bas et qui concerne majoritairement des femmes. Donc revaloriser les petites retraites, c'est quand même le levier prioritaire de mon point de vue. Voilà, ça me semble être quelque chose de fondamental. Et puis, pas oublier quand même qu'il existe, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, mais quand même les chiffres qui sont donnés sur les inégalités de revenus liées à la retraite entre les femmes et les hommes montrent que ces inégalités sont pour partie corrigées grâce à des dispositifs correcteurs qui tiennent compte justement par exemple des maternités, etc., etc. Donc il y a quand même des outils qui existent déjà et qui corrigent pour partie les inégalités liées au montant brut des pensions. Donc maintenir ces dispositifs, les renforcer, c'est sûrement aussi quelque chose d'important. Voilà. Et peut-être quand même, parce que ça m'a fait réfléchir ces histoires de colère, je vous raconte quand même une petite anecdote. Parce que mon penchant naturel, ça serait de dire oui, c'est vrai, etc. Et en même temps, moi, je me rends compte que ça m'a peut-être aussi joué ponctuellement un peu des tours, parce que les institutions, enfin voilà, même aujourd'hui, enfin je sais pas, moi je suis féministe depuis, je sais pas, il y a 25 ans à peu près, on était ultra minoritaire. Je me sens moins seule comme vous toutes, j'imagine, mais on reste quand même minoritaire dans les institutions, il faut quand même pas se leurrer. Et à l'université, par exemple, exprimer trop ostensiblement sa colère contre les machos, c'est pas toujours bien vu. C'est-à-dire que ça peut aussi créer des phénomènes d'isolement. On a eu par exemple des échanges sur des listes de mails très houleuses avec des collègues qui vous ridiculisaient en fait publiquement parce qu'on faisait circuler des pétitions sur le langage sexiste en l'occurrence. Et on leur est rentré dans l'art assez vertement. Et on a eu
très très peu de soutien. Les échanges ont perduré, etc. On a fini par changer un peu de ton et faire un espèce de gentil mail plus pédagogique, etc. Et je pense que ça nous a davantage servi que de ruer dans les brancards. Alors après, ça, du coup, en vous écoutant, moi, je me dis, la colère, j'essaie de la garder pour mon cercle privé, mes copines féministes, etc. Mais je pense que la colère dans les institutions, c'est quelque chose à bien peser. Et de ce point de vue-là, je pense aussi que les logiques du champ politique ne sont pas les mêmes que celles du champ professionnel. Donc, je ne suis pas en train évidemment de disqualifier vos propos, c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, je pense que notamment sur les milieux de travail, etc., c'est pas toujours simple parce qu'on reste minoritaire. Sur comment on fait pour faire rentrer les femmes en politique, moi je vais vous citer une phrase que m'a dite Alice Coffin un jour, et pardon pour celles et ceux qui m'ont déjà entendu parce que je la dis un peu systématiquement, parce que souvent cette question arrive dans mes débats. Et en fait, c'était un jour de la primaire qui était particulièrement difficile parce que pendant la primaire pour la présidentielle, ça a été particulièrement violent. Ça a été violent aussi après, mais il y a eu un gros moment de violence au moment où j'ai soutenu la parole d'une femme contre un membre de mon parti, mais qui n'irait pas plus loin. Mais ceci, dans le cadre de la primaire, ça a été extrêmement violent. Et à un moment donné, j'étais chez Alice, et la géniale, Alice Coffin. Et je lui disais, mais je sais pas si je vais tenir. Je sais pas si je vais tenir, en fait. Et elle m'avait répondu cette phrase qui me sert beaucoup au quotidien, qui m'a dit, écoute, tu tiendras le temps que tu tiendras, mais chaque jour où tu tiens, tu permets à d'autres de s'impliquer en politique, à d'autres femmes de venir en politique. Et je voudrais vous le dire ce soir, si je tiens, c'est aussi pour vous tenir la porte à vous et pour que vous entriez en politique. Alors oui, c'est pas un monde facile. Oui, c'est un monde violent, oui, c'est un monde de discrimination, et oui, être une femme n'est pas simple dans ce monde-là, mais je vous tiens la porte, nous vous tenons la porte, et nous serons sorores et solidaires à l'intérieur des partis, et même à l'extérieur, dans l'arène politique. Donc venez, parce qu'on a absolument besoin de l'engagement des femmes. C'est vrai que je pense qu'aussi en étant co-responsable de la commission féministe, on utilise, tu parlais je crois tout à l'heure un peu des réunions en non-mixité, tu vois, d'être que entre femmes, et ça c'est un outil qu'on utilise à la commission parfois, ces temps de non-mixité pour se soutenir quand on fait face à des difficultés, et puis aussi d'avoir des groupes comme ça de commissions au sein d'un parti politique qui réfléchit, qui essaye de pousser le parti pour essayer d'avancer sur les sujets féministes, autant que ce soit sur les domaines des propositions programmatiques qu'on a, mais aussi des formations, des choses, des événements comme ça qu'on propose. Je pense que c'est important que les partis politiques se dotent de ces groupes-là et de ces instances-là aussi. Est-ce qu'il y a... Juste un petit mot pour dire que je pense que nous aussi, en tant que citoyens et citoyennes, on a notre mot à dire. Nous, on encourage beaucoup les jeunes femmes sur notre territoire à interpeller leurs élus, notamment quand ils prennent ou ne prennent pas la parole sur certains sujets. Par exemple, on se rendait compte qu'il y a certains députés qu'on n'avait pas trop vus au moment du débat sur les retraites. Et c'est aussi notre droit et puis un peu notre devoir de les interpeller aussi, parce que c'est nous qui les avons élus, et je pense aussi qu'on a un peu ce rôle à jouer si on veut pousser pour avoir des politiques publiques féministes. Regarde, on a peut-être le temps pour encore... oui, deux questions, voilà, deux dernières. Bonsoir, merci pour toutes les interventions, c'était super intéressant. Du coup, moi j'ai travaillé avec Lamia sur l'association Aujourd'hui les Citoyennes, et je voulais aussi revenir sur ce que Madame Perrier disait au sujet de la colère et du fait que ce soit pas super bien vu et parfois un peu isolant. Et du coup, moi, pareil, j'ai toujours beaucoup exprimé ma colère, notamment sur mes réseaux sociaux. J'ai toujours été très vocale sur la façon dont certaines choses me révoltaient. Et c'est vrai que notamment à La Réunion, je me suis rendu compte que c'était une méthode qui marchait absolument pas, parce que souvent ça avait pour conséquence de me ridiculiser ou de ridiculiser entre guillemets le féminisme, même si je trouve pas ça ridicule, mais au nom des personnes qui sont souvent des hommes en politique, c'était le cas. Et du coup, avec Aujourd'hui les Citoyens, on a vraiment voulu adopter une autre stratégie grâce à la charte.
c'était vraiment essayer d'influer dans les milieux institutionnels le féminisme. Alors, c'est pas la version du féminisme la plus révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui nous a vraiment permis de rentrer en contact avec des élus ou d'engager des discussions qui n'auraient jamais été engagées si on avait été de manière beaucoup plus frontale. Après, voilà, moi je suis pour la diversité des modes d'action et je trouve ça super. Mais en tout cas, voilà, nous, ça a été une manière aussi d'amener le féminisme un peu plus calmement, et parce que je trouve que dans mon parcours de féministe, on a beaucoup aussi critiqué les façons plus institutionnelles d'apporter le féminisme en disant que c'est pas assez révolutionnaire, qu'on crie pas assez, que c'est pas assez suffisant, que c'est pas assez radical. Et pourtant, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu notre calme et notre stratégie qui nous a fait rentrer dans des milieux où on n'aurait jamais pu rentrer auparavant. Donc ça, c'était un apport sur ce que vous disiez. Et une question concernant le monde en politique, notamment, comment vous vous êtes blindé, quelques conseils un peu concrets, parce que moi, je me suis présentée à un niveau très local, une primaire, c'était assez difficile. Et donc, comment vous vous blindez concrètement, et surtout à l'heure des réseaux sociaux, où je trouve qu'en fait la violence elle est amplifiée et c'est encore plus difficile. Donc voilà, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est fait au niveau des politiques publiques pour essayer de enrayer cette violence envers les femmes qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà, j'étais un peu longue, mais bonsoir et merci. Moi je vais être rapide. J'ai une question sur la commission féminisme de ALV. J'aimerais juste savoir proportionnellement combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, et quel est l'engagement, l'implication des hommes dans cette commission. Alors, je ne saurais pas dire les chiffres exacts de nos... Voilà, on a peut-être entre 100 et 150 membres de la commission, majoritairement des femmes, mais on a aussi des hommes. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu poses la question, parce qu'on a récemment créé un groupe de travail sur quel rôle peuvent jouer les hommes alliés. Et donc ce groupe de travail a commencé, c'est Marie, ma co-responsable d'ailleurs, qui est un peu en lead sur ce groupe-là. Et donc il y a plusieurs hommes qui l'ont rejoint, et en fait on s'est dit que ce serait intéressant de se dire, oui, quel rôle ils peuvent jouer en termes de, notamment parfois, qu'est-ce que ça peut être d'être en soutien, de laisser la place, d'épauler nos combats finalement, d'être aussi la personne qui va imposer la parole alternée dont on parlait, être un peu des personnes qui sont à nos côtés pour porter la parité, etc. Parce que en fait, voilà, les politiques publiques féministes, c'est pas les politiques des femmes, et c'est la politique, avec ce prisme, en fait, ce prisme-là, que les hommes aussi peuvent porter et peuvent s'impliquer à nos côtés dans ces combats. Donc ça, je pense que c'est vraiment un groupe de travail qui va être intéressant de voir quel rôle. Et il y en a pas mal vraiment des membres hommes, peut-être d'ailleurs ce soir, je sais pas, de LV qui sont dans la commission féministe et qui s'impliquent avec nous. Donc c'est hyper important. Après, on a notre temps non-mixité aussi, de temps en temps, mais en termes de contribution, la réflexion sur ce sujet, c'est vraiment inclusif pour tout le monde. Je vais revenir un tout petit peu sur la colère et puis après je répondrai sur le blindage. Mais sur la colère, en fait, c'est pas... L'idée, c'est que c'est un sentiment, c'est une émotion. Donc on la ressent, puis on la ressent plus, puis on la ressent, puis on la ressent plus. Donc en fait, c'est pas être dans un état permanent de colère non plus. C'est juste avoir des moments de colère et le poser. Moi, je pense que la colère est absolument indispensable pour poser le débat sur l'évolution culturelle qu'il y a à faire. En fait. Ça n'est pas le bon mode d'action si vous êtes dans le fait de faire passer un amendement à l'Assemblée, ou si vous êtes sur le fait de faire adopter une charte par un maire, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours réprimer sa colère. C'est-à-dire que oui, les injustices, et particulièrement les dominations qu'on subit, génèrent chez nous de la colère. Et je ne vois pas en quoi ce serait un sentiment que nous devrions particulièrement masquer, voire avoir honte. Parce que, et ça c'est une déconstruction pour le coup que j'ai faite personnellement, c'est que en fait, si vous regardez l'histoire des femmes, et bien très souvent la colère des femmes a été transformée en maladie mentale, et donc a été mise sous clé
par des médicaments, par même des lobotomies, et en fait, cette manière de vous interdire la colère est aussi une manière de la domination. C'est aussi une expression de la domination. Et c'est en cela que moi, je ne m'interdis pas d'être en colère et que je ne m'interdis pas de revendiquer cette colère dans l'espace politique. Parce que, pas tout le temps, mais parce qu'elle est indispensable aussi pour ne pas entrer dans les codes que l'on attend de nous et qui sont en fait des codes de minimisation et d'invisibilisation et de silenciation de notre combat. Donc voilà pourquoi je pose le mot colère, qui à chaque fois fait beaucoup réagir. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense ça mériterait presque une conférence en soi de s'interroger sur la colère, le rôle de la colère et comment on la ressent, etc. La deuxième chose, c'est sur le blindage. Mais je vais vous dire, je ne suis pas du tout blindée. Enfin, je ne vois pas comment je pourrais me blinder, sauf à véritablement arriver en armure, ce qui évidemment n'est pas le cas. Je trouve que ce qui est le plus, en tous les cas pour moi, ce qui est le plus dur à supporter, c'est la violence quand elle s'exprime de manière réelle dans l'espace dans lequel je suis, c'est-à-dire là par exemple aujourd'hui dans le métro il y a un type qui m'a interpellée. Bon voilà, ça c'est plus dur pour moi que sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ça a quand même un effet, c'est-à-dire c'est pas neutre. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle. La seule chose, c'est que moi, je mets des filtres, voilà. Et puis, à un moment, je sais que je le fais pour nous. Et que je suis vieille, tout ça. Et en fait, j'ai pas trop grand-chose à perdre, en fait, moi. Et donc, je le supporte aussi, précisément, pour ouvrir la porte et pour dire, c'est à vous maintenant de rentrer. Et quelque part, moi, je dis pas que ma vie est faite parce que quand même, je suis pas non plus à 90 ans, mais je veux dire, voilà, j'ai pas grand chose à perdre en vrai. Donc voilà, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le grand directeur de grand institut de sondage qui est un grand acteur de l'opinion. S'il est pas content, il est pas content. Je veux dire, je suis pas là pour qu'il soit content en fait. C'est pas mon objet politique. Et c'est pas mon objet politique non plus de plaire au mec qui m'a interpellée dans le métro tout à l'heure et qui m'a dit vous êtes moche. Je lui dis oui je suis moche et après. De toute façon, t'avais pas l'intention de me draguer j'espère là dans le métro. Donc je veux dire, qu'est-ce que ça peut te foutre que je sois belle ou moche en fait. Et puis par ailleurs, c'est pas à toi de décider en plus, au fond. Donc voilà, il y a une espèce de truc. Peut-être c'est l'âge, peut-être c'est les combats, peut-être c'est le fait que comme les vieux meubles on est un peu patiné à force. À la fin, on se dit, ça te plaît pas. Vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Quoi. Passe ton chemin et moi, je continue la bataille. Moi, je pense aussi qu'on se blinde pas. Après, on a parfois l'habitude. Il y a des choses qui nous touchent plus ou moins. Moi, sur le physique, par exemple, ça me touche pas vraiment, même ça me fait rire. Moi, on me dit beaucoup sur les réseaux que je suis grosse. Bravo Sherlock, je suis grosse. Je fais 95 kilos, je le sais, j'ai pas de problème avec ça. J'ai de la chance de pas avoir de problème avec ça, sinon ce serait peut-être beaucoup plus dur. Ce qui est fait pour protéger les femmes, peut-être pas grand-chose, puisque moi j'ai déjà déposé des plaintes qui ont été classées sans suite. Quand on est en sororité retweetée par des femmes très visibles, on s'en prend encore plus. Ce matin, tu m'as retweeté, cet après-midi, on me traitait de moitié d'analphabète. Quelqu'un écrit, vous avez fait beaucoup rire, on a filé la vice-présidente de l'Opéra de Bordeaux, la vice-présidence de l'Opéra de Bordeaux à cette moitié d'analphabète. On me dit, t'as un piercing dans le nez, oui, bon, je sais aussi. Ce qui me met vraiment en colère, c'est quand on s'adresse au maire de Bordeaux comme si c'était mon papa, pour dire, vous avez vu votre adjointe, elle a un piercing dans le nez, vous avez vu, elle a dit ça, elle est habillée comme ça. C'est agaçant, mais en fait, ça a vraiment peu d'importance. Les menaces, c'est plus inquiétant, c'est peut-être plus difficile à subir. Moi, j'en subis pas trop en tant qu'adjointe au maire, parce que c'est quand même à très petite échelle. Donc voilà, c'est pas... Mais on se blinde pas contre les injustices, il faut bien s'entourer. Ça, c'est hyper important. Moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui est artiste et qui, du coup, travaille à son temps à lui. Et assez régulièrement, je l'appelle le soir et je lui dis, là, ça va pas du tout, il vient me chercher à la mairie. On rentre à pied, je pleure, je crie, on va boire un coup et après ça va mieux. Mais voilà, il faut bien s'entourer avec les gens qui vous écoutent parce que vraiment c'est pas facile. Faire de la politique, c'est des montagnes russes, c'est violent, c'est épuisant. Il faut trouver la force et la force on la trouve aussi beaucoup dans son entourage. Donc entourez-vous et puis ça va bien se passer comme vous faites.
D'accord, bah alors merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie Gwenaëlle, Sandrine, Lamia et Harmonie. Merci beaucoup à vous. Ça a été vraiment très très riche comme discussion. Et je voudrais vous dire, déjà merci aussi à la recyclerie de nous avoir accueillis. Regardez le programme, il y a un événement sur l'écoféminisme à la fin du mois, je crois, qui a l'air très sympa. Et engagez-vous dans des partis politiques si vous le souhaitez, si vous êtes membre de LV, hommes, femmes, venez nous rejoindre à la commission féminisme, on a besoin de vous. Engagez-vous dans des associations, engagez-vous dans plein de choses, mais voilà, on va mener cette lutte pour l'égalité tous ensemble. Merci beaucoup, bonne soirée.